Bonjour, voici une nouvelle leçon sur le travail et l'énergie. Nous allons voir aujourd'hui la loi de la conservation de l'énergie. Je crois qu'en 11e année, vous avez quand même abordé la loi de la conservation de l'énergie. Donc, ça ne devrait pas être totalement nouveau pour vous. Parce que l'énergie, elle ne se perd pas, ne se crée pas, mais elle se transforme. Alors, dans un système isolé, l'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle change juste de forme. L'énergie cinétique, comme on a vu, peut se transformer en énergie potentielle et vice-versa. Ça veut dire que l'énergie potentielle peut devenir de l'énergie cinétique. La loi de la conservation de l'énergie, ça veut dire que l'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. C'est ça la loi de la conservation de l'énergie. Par ce principe, donc, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un objet se nomme l'énergie mécanique. Oh, bien sûr, j'ai pas mon crayon. La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un objet se nomme l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique totale dans un système isolé est constante. Ça veut dire que au départ, si j'ai une énergie mécanique, ET, c'est-à-dire l'énergie totale initiale, va être toujours égale à l'énergie mécanique finale. Donc, si on me dit que ça ici, c'est la somme de l'énergie potentielle initiale plus l'énergie cinétique initiale, ben, devrait être égal à l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale. Alors, chose très importante à considérer. Okay? Ça veut dire que l'énergie mécanique reste la même, peu importe ce qui se passe. C'est juste, dans le fond, les échanges ici entre les énergies potentielles et les énergies cinétiques qui vont changer en cours de route pour que ça soit toujours vrai. Ça veut dire que l'énergie mécanique ne change pas, fait juste transformer sa forme. Alors, on va voir ça dans des problèmes très concrets. Alors, on a une planchise de 67 kg qui se trouve en haut d'une piste glacée, c'est-à-dire sans frottement, pour nous aider un peu dans nos calculs, dont la hauteur est de 22 mètres. La vitesse initiale de la planchise est de 15 mètres secondes. Puis là, on veut savoir l'énergie mécanique de la planchise lorsqu'elle se trouve en haut de la piste. Ça veut dire combien d'énergie mécanique elle a en haut. Bien sûr, selon la loi de la conservation, elle va après avoir cette énergie mécanique-là tout le long de son parcours, mais c'est que c'est la forme de son énergie, ça veut dire potentielle et cinétique, qui vont changer d'une à l'autre, qui vont nous permettre finalement de calculer la vitesse de la planchise au milieu du parcours, puis en bas de la piste, puis bon, de créer les transformations d'énergie qui se produisent lorsque la planchise descend de la piste. Alors ça, on va en parler aussi. Alors, on va commencer par le A. On commence avec qu'est-ce qu'on connaît. Alors, très important, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse de la planchise qui est de 67 kg. Bon. Ensuite de ça, le delta Y, qui va être important pour mon énergie potentielle, 22 mètres. Ça, c'est rendu en bas, elle va avoir descendu de 22 mètres. Alors ça, si dans le fond, ça va être en bas. Sauf que au milieu, on va dire M pour milieu, ben, elle va être juste à 11 mètres. Alors ça aussi, ça va être considéré dans le fond en B. Mais là, pour tout de suite, on va juste calculer l'énergie mécanique de la planchise qui se trouve en haut de la piste. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce que je connais? Je connais sa vitesse initiale, qui est de 15 mètres par seconde. On veut donc avoir l'énergie mécanique, son énergie totale au départ. Donc, ça ici. Alors, l'énergie mécanique, c'est donc énergie gravitationnelle, c'est-à-dire initiale, plus l'énergie cinétique initiale. EG, c'est quoi encore? C'est mg delta y. Puis là, notre référence est bien sûr en bas de la pente.
OK? Plus une demi mv au carré. On remplace par qu'est-ce que je connais. Donc, m, c'est 67 kg fois 9,81 fois 22 plus une demi fois 77 fois 15 au carré. Donc, l'énergie gravitationnelle, dans ce cas-ci, si je fais tout ça, ça va me donner 1,4 fois 10 à la 4 plus 7,5 fois 10 à la 3. Bien sûr, ça va être des joules. Et là, si on additionne le tout, l'énergie mécanique initiale va être de 2,2 fois 10 à la 4 joules. Donc, c'est l'énergie qu'elle a en haut de la pente. Sauf qu'elle va avoir cette énergie-là également au milieu de la pente et en bas aussi. C'est juste que ici, elle va avoir perdu de l'énergie potentielle, mais elle va avoir gagné de l'énergie cinétique. Donc là, je suis en train un peu de faire répondre à C. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe avec l'énergie? En descendant, son énergie ici, son EG, baisse, mais son EC augmente. Ainsi de suite, rendu en bas, son EG est pratiquement nul. Parce que là, si ma référence est là, même est zéro. Donc, mon EC, ben, c'est là qui est au max. Alors, le maximum qu'elle peut avoir, dans le fond, ça va être quoi? Ben, le maximum qu'elle va avoir en énergie cinétique, ça va être mon 2,2 fois 10 à la 4 joules, parce qu'en énergie mécanique, c'est ça qu'elle a. Okay? Alors, si mon énergie potentielle devient zéro, donc, on sait que l'énergie totale, c'est ça plus. C'est ça plus ça. Ben, si ça, c'est zéro, donc mon énergie, l'énergie mécanique est rendue juste de l'énergie cinétique dans ce cas-ci. Ouais, ça va être pour quand on va arriver en B. Alors que pour la réponse en A, c'est 2,2 fois 10 à la 4 joules. Maintenant, en B, on veut savoir la vitesse que ma planchiste elle a au milieu de la piste. Donc, au milieu de la piste, encore une fois, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, la masse de ma planchiste, 67 kg. Ensuite, là maintenant, je sais toute son énergie mécanique qu'elle a 2,2 fois 10 à la 4 joules. Le delta Y au milieu est de 11 mètres. Puis là, on veut savoir sa vitesse à cet endroit-là, c'est-à-dire au milieu de la pente. Alors, on sait que mon énergie totale mécanique, c'est toujours ça ici. L'énergie potentielle, gravitationnelle, plus l'énergie cinétique. Maintenant, moi, dans le fond, je veux savoir, parce que là, étant donné que c'est la vitesse, c'est de ça que je veux parler. Donc ici, mon EC va être égal à mon énergie mécanique moins ça. EC. ET, c'est quoi? On la connaît, c'est 2,2 fois 10 à la 4. L'énergie potentielle gravitationnelle est rendue de quoi? Ben là, on sait que c'est mg delta Y. Notre masse est de 67 fois 9,81 fois 11. Donc, mon énergie cinétique, ici, si je calcule ça, est égale à 1,5 fois 10 à la 4 joules. Ça, c'est l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. C'est celle qui est causée par la vitesse et la masse de mon objet. Ben, dans ce cas-ci, de la planchiste. Donc, on se rappelle que EC, c'est une demi-masse V au carré. C'est la vitesse que je veux trouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, la vitesse, je l'isole pour obtenir ça ici comme ça. 2EC sur M. On remplace 2 fois 1,5 fois 10 à la 4.
sur la masse de ma planchisse. Et ça me donne qu'au milieu de la piste, elle est rendue à une vitesse de 21 mètres par seconde. Alors ça, c'est une partie de la réponse, parce que là, on veut aussi savoir en bas. Ben, en bas, on sait que rendu en bas, mon énergie ici gravitationnelle est rendue à zéro. Parce qu'en bas, c'était ma référence. Donc, je sais qu'en bas, mon énergie mécanique est rendue juste d'énergie cinétique. Donc, on peut tout de suite dire que dans le fond, mon EC est égal à 2,2 fois 10 à la 4. Et en sachant ça, ben, je reprends l'équation de mon énergie cinétique. J'isole encore mon V, donc c'est encore ça ici, 2 fois mon énergie cinétique sur M. Donc ça devient quoi? 2 fois 2,2 fois 10 à la 4 sur mon 77. Et j'obtiens une vitesse de 26 mètres par seconde. Alors en bas, la planchette s'est rendue à une vitesse de 26 mètres par seconde parce que là, son énergie mécanique est rendue complètement en énergie cinétique. Parce que rendu en bas, la pente, elle n'a plus d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est bon? On passe maintenant à un autre exemple. Un brin plus compliqué, mais en fait peut-être un brin plus long à résoudre. Ça dépend. Alors, on a un wawaron, genre d'une grosse grenouille, qui a une masse de 0,45 kg, qui saute à une vitesse initiale de 6,2 mètres secondes selon un angle de 49 degrés au-dessus de l'horizontale. On voit ici le schéma. Calcule la hauteur maximale que le wawaron atteint. Ici, maximum. C'est sûr qu'on pourrait prendre nos belles équations de la cinématique, parce que là, je connais la vitesse initiale que je pourrais composer en x, y. Ensuite, avec la gravité et tout, je pourrais savoir la hauteur, parce que la vitesse finale en haut, c'est habituellement en y, ça va être zéro. Mais ici, on va utiliser les concepts d'énergie pour pouvoir la trouver. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je connais? Je connais la vitesse initiale, qui est de 6,2 mètres par seconde. Sauf que ici, on va effectivement la décomposer en composante XY. Alors, ça ici, mon vecteur vitesse, je vais le décomposer en VI Y puis en VI X. Et en faisant ça, bien sûr, le Y ici, c'est le sin et tout ça, mais là, mon VI X, c'est 6,2 fois cos de l'angle, degré, qui me donne 4,07 mètres par seconde. Et mon VI Y, qui est de 6,2 fois sin de 49 degrés, qui est égal à 4,7 mètres par seconde. C'est pratiquement la même chose parce que c'est presque 45 degrés. Ensuite de ça, je connais la masse du wawaron qui est de 0,45 kg. Et première des choses, autre chose que je sais, était si ma référence, c'est le sol, au moment qu'il saute, son EG, l'énergie potentielle gravitationnelle au départ, était de 0. Donc, on part avec ça. Il saute avec une vitesse initiale ici, elle a une certaine masse. Donc, c'est quoi son énergie mécanique au départ, quand il a donné son impulsion? Alors, son énergie mécanique, c'est ça ici. Il était au sol.
Donc, il n'y avait pas d'énergie gravitationnelle. Donc, à ce moment-là, c'était carrément ça. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est une demi m la vitesse au carré. C'était quoi sa vitesse au départ? Là, c'est 6,2 mètres secondes. OK? Dans le fond, c'est sa vitesse. Pour tout de suite, on ne considère pas notre Vx, Vy. Vraiment, la vitesse, c'est ça, quand on considère dans notre énergie ici. Donc, l'énergie totale, ici, c'est une demi fois son poids, fois sa masse, en fait. Il faut faire très attention aussi à la terminologie. 6,2 au carré. Donc, le Wawaron a une énergie mécanique de 8,649. Et s'il ne perd pas d'énergie en cours de route, sous forme de chaleur ou de son, hein? Bon. En principe, il devrait conserver tout le long de sa trajectoire cette énergie-là, mais qui va se transformer d'énergie cinétique en énergie potentielle gravitationnelle parce que là, en montant, sa vitesse va diminuer, mais son énergie potentielle gravitationnelle va augmenter. Et quand il va atteindre la hauteur maximum, là, il va retomber, ça va se retransformer en énergie cinétique. Mais il va toujours conserver cette énergie-là. On se part de ce principe-là, qui va conserver son énergie. En haut, c'est quoi sa vitesse finale en haut? Bien, il y a deux composantes en haut. Il y a la vitesse finale en x. Est-ce que, selon les projectiles, la vitesse en x change? Non. Donc, on a calculé tantôt que c'était 4,0 mètres secondes. En y, sa vitesse finale en haut, quand il atteint, c'est de quoi? On sait, grâce à la cinématique, que c'est 0 mètres seconde. Donc, sa vitesse finale, si je combine la composante x et y ensemble, en faisant 4,07 au carré plus 0 au carré, puis on fait le radical, ça vient à dire que notre vitesse finale en haut est de 4,07 mètres secondes. Cette vitesse-là que je vais utiliser pour calculer, dans le fond, l'énergie cinétique que mon Wawaron a en haut. Donc, en rendu en haut, j'ai mon énergie totale. C'est toujours ma conservation d'énergie. L'énergie totale, toujours l'énergie gravitationnelle potentielle avec l'énergie cinétique. Il y a eu conservation, donc 649 joules. Il n'a pas disparu, son énergie mécanique n'a pas changé. Là, il y a de l'énergie gravitationnelle. C'est quoi l'énergie gravitationnelle? On sait que c'est la masse fois la gravité fois le delta Y, plus une demi m v au carré. Bon, j'ai déjà commencé à changer certains chiffres. Alors ici, j'ai mis l'énergie mécanique que la Wawaron avait au début, mais qui se conserve tout au long. On connaît sa masse. 8, 6, 4, 9. Sa masse est de 0,45 fois 9,81. Le delta Y, c'est ça qu'on cherche. Ça veut dire, c'est quoi sa hauteur à laquelle il est rendu, son maximum de hauteur? Alors ici, dans le fond, ben, on va peut-être entrer H, mais on peut laisser delta Y. C'est la hauteur qu'il va atteindre, une demi, fois 0,45, comme ça. Et la vitesse, mais on l'a déterminé tantôt, c'est sa vitesse, dans le fond, seulement la composante X, mais qui est 4,07, comme ça, au carré. On fait certains petits calculs. 6, 4, 9 égale 4,4145 fois la hauteur plus 3, 7, 2, 7. On transfère notre 3 ici de l'autre côté qui devient négatif. Puis que là, ça va nous donner 4,922 égale 4,4145 fois la hauteur. On divise tout ça par 4,415.
On trouve donc une hauteur de 1,1 m. Donc, sa hauteur maximum qu'il atteint est de 1,1 m. C'est bon? Alors ça, c'était pour la question A. Calcule la hauteur maximale que le wawaron a atteint. Maintenant, calcule les composantes du vecteur vitesse du wawaron lorsqu'il atteint la hauteur de 0,82 m pour la première fois. Donc, on veut savoir maintenant, il vient de sauter, c'est sûr qu'il va avoir le point 82 deux fois. Il va avoir à 82 mètres là, puis il va avoir... Mais là, nous, on veut savoir ici. On veut savoir c'est quoi sa vitesse à cet endroit-là, mais en même temps, il va avoir la même vitesse ici, mais de sens opposé. Parce qu'ici, la vitesse est par là, cette vitesse-là. Et là, ici, c'est sûr qu'en principe, il y a la composante. Il y a une composante Vy qui est rapetisse, excusez, parce que ça, c'est la gravité. Puis il y a une composante en X, Vx, comme ça, excusez. Bon, ça fait bien des barbeaux. Alors, oui, il y a la vitesse vers le haut, qui diminue de plus en plus, parce que rendu ici, elle est encore plus petite, jusqu'à temps qu'ici, elle va être 0, mais la vitesse en X, elle ne change pas. Donc, qu'est-ce que je connais pour répondre à cette question-là? On me dit à 0,82 m. On me dit, bien sûr, qu'il n'a pas changé de masse. Donc, moi, je veux connaître, à cet endroit-là, ça va être quoi son Vy? Final. Son Vx final. Qui, mis ensemble, me donne une vitesse finale à cet endroit-là. Mais en même temps, peut-être que je peux trouver directement ça. C'est ça qu'on va voir. Première des choses, on travaille avec quoi? Notre fameuse équation qui met en lien l'énergie mécanique avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle. On remplace. Par énergie gravitationnelle, ben, c'est mg delta y plus une demi masse v au carré. J'ai ça. L'énergie qu'il y avait le wawaron quand il est parti, l'énergie mécanique, est toujours conservée. Ça veut dire que lui, il est parti avec cette énergie-là au départ. Il n'a pas changé sa masse. Il est rendu où? À une hauteur de 0,82 plus. Et là, ensuite, j'ai une demi. Comme ça. Et il me reste quoi ici à trouver? C'est ça que je cherche. Dans le fond, la vitesse finale au carré, à cet endroit-là. On fait quelques petits calculs qui donnent ici 3,61989 avec plus une demi 0,45 V au carré. On envoie ça de l'autre côté qui devient négatif, donc ça devient 0,2911 avec le 1 demi ici, 0,45 V au carré. On envoie le 2 ici qui vient multiplier le 5, on divise par 0,45 et qui nous donne un V carré de 22,35. On fait notre radicale pour enlever ça. Et on obtient 4,7 mètres par seconde. Et là, ça me donne directement la vitesse finale qui comprend la composante x et y. Ça veut dire que si je voudrais connaître finalement mon vy final puis mon vx final, le vx final, c'est la même composante qu'au départ parce que
En X, ça ne change pas. Donc ici, c'est 4,07 mètres secondes. Et là, en VY, on pourrait aller chercher sa composante ici, grâce à Pythagore, bien sûr, parce que là, on sait que c'est à 4,7. Mais la question, dans le fond, c'était de trouver ça ici, la vitesse finale à cet endroit-là. D'ailleurs, dans le livre, ils ont un petit peu erré. Parce que dans le fond, dans le livre, ils ont été chercher seulement la composante. Voilà, la première fois. Dans le fond, c'est la composante Y qu'ils vous ont trouvé, 2,4. Et là, si tu utilises le 2,4 avec la composante X, tu vas trouver ton 4,7. Alors, franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont juste trouvé dans le livre, ils calculent juste le V final Y, parce que dans le fond, il y a quand même sa composante en X qui est importante. Bon, OK. Dernière petite chose, je sais que le temps passe, le temps passe. La puissance. La puissance, c'est quoi? Ça met en relation le temps et le taux de variation d'un système. OK? Ça veut dire que combien de temps ça a pris pour faire ce travail-là? Alors, c'est noté P pour puissance. C'est une grandeur scalaire, parce que bien sûr, le travail, c'est déjà scalaire. Puis le temps, ben, ça l'est aussi. Et les unités, c'est des watts. Donc, la puissance, c'est quoi? C'est que tu fais un travail, ça veut dire que tu appliques une force. Tu fais une certaine distance, donc on se rappelle que le travail est lié à la force fois un déplacement cos d'un angle. Mais là, dans ce cas-ci, c'est dans le même sens, donc c'est cos de 0. Et ensuite, la puissance, c'est défini, dans le fond, par combien de temps ça a pris pour faire ce travail-là. Alors, la puissance est définie par le travail divisé par le temps. Exemple rapide. Une voiture immobile subit une accélération pour atteindre la vitesse de 27,8 mètres secondes en 7,7 secondes. La masse de la voiture est de 1,1 fois 10 à la 3 kg. Détermine la puissance nécessaire à la voiture. Bon, immobile, ça veut dire que sa vitesse initiale est de combien? 0 mètres par seconde. Vitesse finale, 27,8 mètres par seconde. Ensuite de ça, delta T, on me le donne, 7,7 secondes. Et on me donne aussi la masse, qui est égale à 1,1 fois 10 à la 3 kg. On me demande de trouver la puissance. Il faut passer ici par le travail. Donc, il va falloir que je trouve le travail également. Parce qu'on ne me le donne pas, mais il y a une façon de le calculer, parce qu'on sait que le travail, dans ce cas-ci, étant donné que c'est des vitesses qui changent, on sait que dans ce cas-ci, c'est l'énergie cinétique qui participe à faire le travail. Alors, la différence dans l'énergie cinétique. Alors, une demi M VF au carré moins VI au carré. J'ai mis la formule de cette manière-là parce qu'on le sait que dans le fond, ce terme-là va avec chacune des vitesses, parce que c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Mais pour ne pas avoir à calculer deux fois le 1,5 avec la masse, on peut la sortir comme ça. Alors le travail est donc 1,5, on met la masse. Ensuite de ça, on met nos vitesses au carré. On calcule ça, on obtient un travail de 4,3 fois 10 à la 5 joules. Pour calculer la puissance, c'est le travail sur le temps. Là, je mets delta T. Ben,
juste ça aurait été correct. Alors, P, donc, c'est 4,3 fois 10 à la 5 joules, divisé par 7,7 secondes, qui nous donne donc 5,5 fois 10 à la 4 watts. Ça veut dire la puissance de la voiture pour pouvoir faire de passer de 0 à 27,8 mètres secondes en 7,7 secondes doit avoir une puissance de 5,5 fois 10 à la 4 watts. C'est tout pour cette leçon. Alors, j'espère que vous allez pouvoir faire avec facilité ces exercices à ces pages-là. Et on va se revoir au prochain cours. Merci. Au revoir.